Et notre invité politique ce matin, c'est Jean-Pierre Raffarin. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien Premier ministre, président de l'ONG Leader pour la paix. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Yann, bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour. Jean-Pierre Raffarin, Emmanuel Macron a donc reçu hier plus de 200 maires qui ont été touchés par les émeutes. Il les a reçus à l'Élysée, un discours de fermeté. Sa priorité, c'est le rétablissement de l'ordre. Il a eu le bon message, le chef de l'État? Je crois que c'est la bonne initiative, parce que je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette idée qu'il fallait opposer, dans cette période de crise, les maires à l'État. Et je pense que c'était bien que la République, avec tous ses acteurs, avec des responsabilités différentes, des rôles différents, des responsabilités différentes, mais soit ensemble face à cette crise. Et donc, je pense que c'était un bon message que d'être ensemble, d'écouter les maires avec leurs difficultés, parce qu'ils ont été vraiment en première ligne de cette crise. Et au total, je pense que le président montre que la République sait se rassembler et c'est très important. Priorité, rétablissement de l'ordre. On est un peu loin du macronisme originel. C'est un discours de président de droite ? Écoutez, on est dans une période de crise. Là, pour le moment, on est dans une situation de rassemblement où il faut faire face à une situation difficile. D'abord, je pense que le point important, c'est de se dire que la politique n'est pas innocente des crises. La politique n'est pas innocente des violences. Et donc, il faut bien voir, moi, c'est ma conviction depuis longtemps, quand la violence augmente, c'est que la politique recule. Et au fond, on voit bien que le discrédit de la politique affaiblit le message politique. Et je crois que le manque de respect de la politique, des politiciens pour la politique est les premiers de nos sujets. Il faut au moins que le Parlement, le Sénat est assez exemplaire de ce point de vue-là, mais l'Assemblée donne le sentiment elle-même de ne pas respecter la politique. Or, la politique a été inventée pour lutter contre la violence. Donc, si on ne respecte pas la politique, on favorise la violence. En quoi est-ce que vous trouvez que l'Assemblée ne respecte pas la politique ? Je pense qu'il y a des insultes. Quand on joue au football avec la tête d'un ministre, c'est pas un respect. Comment voulez-vous qu'on demande aux jeunes de respecter le pays si ceux qui sont élus pour le représenter ne respectent même pas un langage convenable? Là, vous pensez directement à la France insoumise. Mais je pense à la France insoumise, bien sûr. Et donc à cette logique que la politique, ça devient de la polémique, ça devient de la provocation. Quand on dit qu'il ne faut pas donner de prénoms aux enfants parce qu'on les genre trop tôt, je veux dire, on fait de la provocation politique et que cette provocation-là, c'est pas un message de sagesse républicaine. Ce qui se passe dans l'hémicycle depuis le mois de juin dernier et ce qui s'est passé dans les quartiers la semaine dernière? Je pense que le lien n'est pas direct, mais que le climat de non-respect de nos institutions venant des institutions elles-mêmes est quelque chose d'extrêmement grave et qu'il faut respecter les institutions. Moi, je pense que l'esprit des institutions, les valeurs des institutions, mais aussi les organisations des institutions. Donc, toucher à la République, c'est quand on touche à l'école, quand on touche aux tribunaux, quand on touche aux policiers, on touche vraiment à ce qui est essentiel pour nous. Et ça, je pense que la République doit prendre un virage aujourd'hui, qui est un virage de fermeté pour montrer qu'on a des droits et des devoirs. Je pense que le débat est ouvert, mais quand on ne respecte pas la République, on n'a pas forcément droit à toutes les prestations de la République. Macron, il n'a pas trop tardé à prendre ce virage de fermeté qu'il affiche en ce moment. Je pense que Emmanuel Macron est quand même un président qui a eu à faire face à un certain nombre de crises incroyables. Quand on fera l'histoire, on verra que par rapport à ses prédécesseurs, il a eu des situations extraordinairement difficiles. Quand vous gérez le Covid, rendez compte, j'étais à la tête du gouvernement, mais ne pas savoir si les écoles seront ouvertes la semaine prochaine, c'est un problème majeur de fonctionnement de la République. Donc il a eu les gilets jaunes, il a eu le Covid, aujourd'hui il a ces émeutes. Et ces émeutes, on voit bien qu'elles ne sont pas que françaises, que c'est un mal mondial, des inégalités mondiales partout. On voit que les émeutes urbaines, ça existe aux États-Unis, ça existe dans d'autres villes. Donc il faut bien voir que dans cette affaire, je crois qu'il n'y a pas que la crise sociale. Il y a des inégalités. On a besoin de cohésion sociale. Il faut revenir à cette thématique chiracienne de la cohésion sociale. Ça, je crois que c'est très important. Une république, elle doit avoir comme première valeur la cohésion sociale. Mais on voit bien qu'il y a une action politique, que le débat est politique, qu'il y a des non-intégrés de la République qui combattent la République. Et ces non-intégrés de la République, il faut faire en sorte qu'ils puissent ne pas nuire, et c'est la fermeté qui est la seule réponse. Je trouve qu'Édouard Philippe a la bonne formule quand il dit « les émeutiers ne peuvent pas avoir le dernier mot ». C'est ça qui est très important. C'est ça la fermeté. Ils n'auront pas le dernier mot.
Vous soulignez que le premier mandat d'Emmanuel Macron et ce début de nouveau quinquennat ont été marqués par des mouvements violents. Vous citiez les Gilets jaunes, on peut citer les 2 périodes de contestation de la réforme des retraites. Absolument. Aujourd'hui, ce qui s'est passé en banlieue, Sainte-Soline. Est-ce que Emmanuel Macron est co-responsable de l'émergence de ces mouvements violents qu'on n'avait pas vus lors des quinquennats précédents, ou est-ce que la société a changé et explique en partie ces phénomènes? Je pense que la société a changé. Je pense aussi qu'il y a eu des fragilités dans la Macronie. Je pense notamment que le manque d'organisation partisane. J'étais à la tête du gouvernement, j'avais un parti qui me soutenait qui était l'UMP. Nous avions dans chaque circonscription un responsable des dossiers retraite qui était coordonné par des parlementaires à l'époque, qui était François Baroin, qui était Bertrand, l'actuel président des Hauts-de-France. Donc il paye son manque d'ancrage local. Et je pense qu'en termes d'organisation, je trouve que le parti n'a pas la puissance que devrait avoir un parti présidentiel. Je crois que c'est quand même très important. Donc la fin des partis qu'il a théorisé, c'est une erreur pour vous? Je pense qu'on ne peut pas gouverner sans parti. On a besoin d'un parti, ne serait-ce que pour vous protéger, notamment pour vous nourrir des équipes, pour vous nourrir des idées, pour contacter l'opinion en permanence, pour être en proximité. Mais on ne peut pas gouverner un pays en homme seul. Donc il est la cible de tout seul, parce que le gouvernement est peu connu au total. À l'Assemblée, les parlementaires sont des visages nouveaux. Enfin, donc, et pas ancré. Est-ce que ça aussi, ça a été une erreur, le non-cumul des mandats? Moi, je serais conseiller du président, je dirais, quel est ton meilleur ministre? Mais ton meilleur ministre, tu le mets à la tête du parti, tu construis un parti qui te protège, mais un parti aussi qui te ancre dans le pays. Quel est son meilleur ministre? Je pense que ce genre de fonction, je trouve que Gabriel Attal, par exemple, a des talents pour ça. Il y en a quelques-uns qui sont... Donc c'est lui qu'il faut mettre à la tête de Renaissance? Je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais vous voyez, mon raisonnement aujourd'hui, c'est que la solitude du président fait que quand tout va bien, tout est bon pour lui, mais quand tout va mal, tout est mal pour lui. Donc c'est ça, il faut protéger. Un Premier ministre, ça protège le président, c'est une fonction... C'est un airbag, un Premier ministre, il faut que ça prenne les coups, il faut que ça puisse les encaisser, mais il faut qu'un président... Ça doit être protégé. Il faut qu'il puisse se consacrer à l'essentiel. Donc aujourd'hui, on le sent quand même un peu seul dans cette mobilisation terrible. Vous parliez de manque d'ancrage local. Hier, les maires étaient reçus à l'Élysée. Ils ne sont pas ressortis vraiment ravis de cette réunion. Et on voit bien que la relation s'est distendue depuis 2018 et la crise des Gilets jaunes, où Emmanuel Macron les a associés à la sortie de crise. Comment vous expliquez ces tensions récurrentes entre l'Élysée et les maires? Plus il y a de crise, plus la tentation est la centralisation. On veut tout remettre dans la cabine de pilotage. Et donc, on l'a vu dans la crise de 2008, les plans de relance, tout ça s'est fait de manière centralisée. On a abandonné la grande ambition de décentralisation. Ce sont les crises qui conduisent à ça. Mais c'est vrai, dans tous les pays, il y a une forme de centralisation. Je pense que de ce point de vue-là, il faut écouter le Sénat. Il faut écouter cette sagesse territoriale. On a besoin de décentralisation. Ça fait partie de la... Donc il faut refaire une grande loi. C'est vous qui êtes à l'origine de la dernière. Est-ce qu'il faut une nouvelle grande loi de décentralisation? Moi, je pense qu'il faut transférer un grand nombre de responsabilités aux collectivités territoriales. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron, il n'a pas du mal à être décentralisateur? Je pense que tous ceux qui sont dans les crises, même Nicolas Sarkozy en 2008 avec son plan de relance, au lieu d'avoir des contrats de plan avec les territoires, on fait quelque chose dans la cabine centrale. Donc, parce qu'on veut faire face. Donc, je pense que la crise centralise. Et donc, elle accélère tout cela. Mais je pense que c'est une erreur. Parce que plus l'État est dévoré, on est en congestion cérébrale. C'est-à-dire tout remonte au sommet et le sommet se paralyse. Il faut laisser un certain nombre de libertés, et notamment aux maires. Mais pas seulement. Et donc, avec de vraies compétences et les moyens qui vont avec. Avec de vraies compétences. Il faut que l'État se désengage d'un certain nombre de choses. Quand je vois, par exemple, Pôle emploi, on a décentralisé une grande partie de la politique économique aux régions, mais l'emploi, ça reste la responsabilité de l'État. Qu'on laisse l'emploi avec ceux qui sont dans le territoire, en contact avec les entreprises, en contact avec la dynamique territoriale. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez simple. Il faut écouter un peu le Sénat. Je trouve que le Sénat, aujourd'hui, a une position très importante pour, dans cette crise, être un facteur de sagesse, peut-être un facteur de solution s'il y a un jour une entente entre le bloc, à l'intérieur du bloc républicain. Je pense que c'est quand même quelque chose de très important pour qu'il y ait à la fois une forme de sagesse, de tempérance, mais de fermeté sur les valeurs de la République, respectant la République. Et donc, quand on ne respecte pas la République, moi je comprends qu'on puisse mettre en cause certaines prestations sociales.
Le respect de la République, c'est une condition pour avoir les bienfaits de la République. Celui qui ne respecte pas la République, il doit sentir que la République ne le respectera pas au degré où il souhaiterait être. Donc sanctionner les parents ? Je pense qu'il y a des formes de sanctions. Je pense qu'il faut trouver des choses à inventer. Est-ce qu'il faut donner le permis de conduire à quelqu'un qui vole des voitures ? Enfin, il y a des sujets qu'il faut se poser. Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à suspendre ou supprimer les allocations comme le demandent les Républicains ? Mais je pense que les Républicains, de ce point de vue-là, ont raison de prendre un virage de fermeté. La République, on la respecte. Et là, elle doit se faire respecter. Et je pense qu'il est clair que les émeutiers ne doivent pas avoir le dernier mot. Là, les peines qui ont été prononcées en première instance sont extrêmement fermes. Vous les estimez suffisantes ? Je pense que je ne veux pas commenter la justice. Je trouve que la justice s'est mobilisée, qu'elle a agi très vite, et ça, c'est très bien. Je pense que tout ce dispositif me paraît clair. Le policier est dans une procédure judiciaire. On est dans un état de droit qui fonctionne. Il faut respecter l'état de droit. Mais ça, je pense que le respect de l'état de droit, le respect des institutions, le respect des organisations des institutions, ça fait partie de l'équilibre républicain. Là, la crise semble s'apaiser après quelques jours. On voit la décrue se poursuivre. Est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron a utilisé les bons outils pour à la fois être ferme, apaiser les choses ? Je pense que, oui, globalement, il a mené dans cette bataille-là de sécurité, je crois, le pilotage du pays avec responsabilité. Il annule son voyage en Allemagne, c'est très douloureux, mais c'est responsable. Donc, il y a des initiatives qu'il fallait prendre. L'état d'urgence, finalement, n'était pas indispensable. On va voir, mais je pense qu'il y a déjà des procédures d'urgence qui sont engagées. Je veux dire que l'état d'urgence tel qu'il est présenté aujourd'hui, c'est un symbole politique. Donc je pense que l'état d'urgence, la réalité de l'urgence, elle est là. Quand vous avez 45 000 policiers qui sont mobilisés pour une nuit, ça veut dire qu'il y a quand même une forme d'urgence qui s'exprime. Donc je pense que globalement, les choses sont gérées. Je crois que ce qui est très important maintenant, c'est de bien voir la partie cohésion sociale qui est à gérer, c'est-à-dire les problèmes d'intégration, la suite de la politique de la ville, etc. Ne pas laisser aujourd'hui s'installer l'idée que rien n'est fait, que rien n'a été fait. Combien d'associations, combien de rénovations de tours ont été organisées, combien de rénovations de logements ont été faits. Il y a quand même beaucoup d'actions qui ont été engagées. C'était une erreur de rejeter le plan Borloo lorsque Emmanuel Macron a décidé de le faire ? Je pense que le plan Borloo avait une dynamique qui était intéressante avec une participation des maires. Et donc il y avait un processus qui était un processus de coopération et que ce processus s'est trouvé ainsi interrompu. Donc il a fait une erreur politique de le jeter à la poubelle ? Vous voulez me faire critiquer vraiment M. Macron. Donc dans cette situation de crise, je crois que la critique ne sert à rien. Comme Édouard encore, Philippe, moi je ne critique pas les gens qui sont dans l'espace républicain. Je ne critique pas mes anciens amis républicains. Je ne critique pas l'initiative de M. Cazeneuve, je ne sais pas, parce qu'à un moment ou un autre, il faudra qu'on soit tous ensemble les Républicains dans l'équation qui est la nôtre. On voit bien aujourd'hui qu'on est passé d'une situation où il y avait plusieurs blocs, maintenant à 3 blocs. On a un bloc d'extrême gauche, un bloc d'extrême droite et un bloc central. Le bloc central, il faudra bien qu'à un moment ou un autre, il trouve une organisation pour essayer de faire en sorte que la République ne parte pas aux extrêmes. Le bloc central a du mal à s'organiser. Aujourd'hui, on voit bien les discussions très compliquées avec les Républicains autour du projet de loi immigration. Vous avez encore un espoir là-dessus ? Mais bien sûr. J'ai toujours un espoir. J'ai un espoir. De toute façon, on ne peut pas avoir des discussions avec les Républicains sans avoir des discussions avec le Sénat. On ne peut pas avoir des discussions avec le Sénat avant les élections sénatoriales. Soyons pragmatiques. Il y a des élections. Laissons les élections se dérouler. Après les élections, on arrivera dans une nouvelle phase. Pour le Sénat pèse beaucoup avec les Républicains. Là, je pense qu'il faudra discuter un certain nombre de choses. Mais moi, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir de l'action dans les 4 ans qui viennent. Et l'action, elle passe par une majorité. Donc si on peut s'entendre sur un texte, par exemple, immigration, si on peut s'entendre sur un texte décentralisation, si on peut s'entendre sur un texte bas salaire, Renaissance d'un côté, les Républicains de l'autre, je pense qu'il y a possibilité. Mais pour vous, juste cette majorité, ça doit être un accord entre Renaissance et les Républicains que vous souhaitez, ou est-ce que ça doit aller jusqu'à la ligne, jusqu'à Bernard Cazeneuve ? Moi, je pense que la question, c'est de savoir les 3 ou 4 grands textes qu'il faut avant la prochaine présidentielle. Il faut un texte immigration.
Il faut un texte décentralisation, il faut quelque chose sur les bas salaires. C'est engagé déjà sur les bas salaires. Est-ce que vous souhaitez que le bloc central, ce soit Bernard Cazeneuve, les Républicains et les macronistes? Le bloc central sera large, mieux ce sera. Je ne cherche pas à avoir une coalition politique, je cherche à avoir une assemblée qui est capable de voter les 4 grands textes qui montreront au pays qu'il y a une direction, que la République française sait où elle va, et qu'elle a des valeurs et qu'elle veut les défendre. Et qu'elle veut les défendre avec la perspective de cohésion sociale, mais le respect des institutions avec fermeté. Et donc cette logique-là, je pense qu'elle doit essayer de rassembler. Elle rassemblera qui elle voudra. Mais je pense que ce qu'il faut, ce n'est pas se dire on fait un accord politique, c'est on choisit 4 textes, 3 textes, 2 textes, je ne sais pas, c'est à discuter. Et qu'on choisit des textes très importants pour les Français, et que ces textes-là, il faut les faire passer. Il y a des injustices à corriger, il y a un certain nombre de choses à faire, et c'est important de donner des nouveaux pouvoirs aux collectivités territoriales. Tout ça doit être fait, et doit être fait avec ceux qui veulent bien participer à cette logique. Est-ce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas la division des Républicains? On voit bien que sur le projet de loi immigration, certains seraient prêts à en discuter, d'autres pas du tout. On voit bien qu'il y a des divisions entre le Sénat et l'Assemblée nationale au sein des Républicains. Est-ce que ce n'est pas un des points d'achoppement de la grande coalition que vous savez, le problème des crises, c'est que ça crée des divisions partout. Donc il y a des divisions ici, mais il y a aussi des divisions à gauche, il y a aussi des divisions partout. Donc tout le problème, c'est de redonner une dynamique, redonner un leadership, redonner une perspective. Moi, je crois que le leadership aujourd'hui, il se fera par l'action. Et c'est ça qui doit être guidé. L'action, c'est de dire aux Français, voilà, on a 4 ans devant nous, il y a 3-4 sujets qu'on va vraiment régler et sur lesquels on va vraiment s'engager. Et je pense que aujourd'hui, par exemple, dans la décentralisation, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que les maires reviennent faire la loi. Aujourd'hui, on a exclu les maires. On dit que les maires sont très importants, ils sont exclus de la loi, parce qu'ils ne peuvent pas être parlementaires. Moi, je pense que le maire doit pouvoir être parlementaire. D'abord, là, on parle de plan rural. La première des choses sur le plan rural, c'est que les maires ruraux soient à l'Assemblée. Donc il faut revenir au cumul des mandats. Il faut revenir, en tout cas, à ce que les maires puissent être parlementaires et maires. Parce que quand vous êtes député, vous abandonnez votre commune, même si vous êtes encore adjoint. Mais ça va tellement vite. Et la responsabilité, c'est celle du leader, et elle est sur ses épaules. Le jour où vous n'avez plus la responsabilité, vous ne pensez plus pareil. Vous en avez discuté avec le président de la République de ça ? Ça m'est arrivé, oui. Oui. Et qu'est-ce qui vous répond ? Je pense que le président est conscient qu'il faut agir, il est conscient qu'il y a des choses qui sont à changer. Et c'est vrai qu'il faut remettre le maire dans la loi. Ça me paraît être une priorité. Il est conscient qu'il faut remettre le maire dans la loi ? Je crois que c'est une idée qui commence à être assez largement partagée. Elle n'est pas encore peut-être majoritaire, mais elle avance correctement. Mais je pense que quand on parle de ruralité, les maires ruraux, ils ne peuvent plus être entendus dans la loi. C'est quand même un vrai problème. Donc, je ne dis pas qu'il faut revenir sur le cumul des mandats, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, tout ceci. Mais le maire, qui est vraiment l'école politique de la République, qui est vraiment l'essentiel même de la République populaire, c'est la commune. Et cette République populaire, elle doit faire la loi. Sur les discussions avec les Républicains, est-ce que Éric Ciotti est un interlocuteur pour vous ? Jordan Bardella disait dimanche, Éric Ciotti, c'est Monsieur Plus. Il prend nos propositions et il en rajoute encore. Écoutez, moi, je cherche le rassemblement. Donc, je ne vous critique pas, Éric Ciotti. En plus, très franchement, j'ai eu des combats politiques avec lui. Bon, j'ai des désaccords. Je suis dans le même mouvement que Christian Estrosi. Donc, on a des sujets de discussion. Mais en tout cas, il n'y a pas un mur entre Éric Ciotti, je parle avec lui et je le respecte. Il est chef de parti, a été élu. C'est quelqu'un qu'il faut respecter, comme je respecte Bruno. Je ne suis plus LR, mais je suis toujours ami avec Bruno Retailleau. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est avoir une logique de rassemblement aujourd'hui. On voit bien. Et le rassemblement est possible avec lui. Mais bien sûr, écoutez, on a fait l'UMP, on a vécu ces 30 dernières années tous ensemble. On doit pouvoir vivre l'avenir ensemble. Donc, ce qui est quand même très important, c'est de savoir où on va. Donc, c'est pas de se dire on s'aime pas. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait. Et si on veut travailler ensemble sur l'immigration, si on veut travailler ensemble sur la décentralisation, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas des solutions. Et donc, le problème, c'est qu'il faut travailler ensemble. Donc, je pense que c'est clair que la période des sénatoriales n'est pas une période opportune. Mais il y a de la matière grise au Sénat, il y a des possibilités au Sénat. Je pense que le Sénat peut apporter beaucoup de choses. Je pense que les députés LR devront faire leur propre choix, bien sûr. Mais je pense qu'il faut que tous ces républicains-là, au moment où la République est attaquée, il faut qu'on se dise que vaut mieux qu'on travaille ensemble plutôt que de laisser la République aux extrêmes.
Donc c'est un peu ça le choix, hein, où on laisse la République aux extrêmes, où on travaille ensemble. Alors travailler ensemble. Sans ce rassemblement-là, vous appelez de vos voeux cette grande coalition, est-ce que Emmanuel Macron peut continuer à gouverner pendant 4 ans? On voit que le texte par texte a ses limites, surtout depuis le texte sur la réforme des retraites. Est-ce que ça peut durer? Écoutez, je pense que ça peut durer. Bon, il est clair que dans la Ve République, le fait de ne plus être candidat est une fragilité pour un leader politique. Je l'ai connu quand Jacques Chirac a montré qu'il n'était plus candidat. Nicolas Sarkozy est devenu ce que les Américains appellent le coming man, et c'est le coming man qui dévore un peu à un moment ou à un autre. C'était une erreur de décréter que le président ne pouvait pas se représenter une 3e fois? Moi, je pense, alors je ne veux pas revenir sur les débats qu'on a eus avec les déclarations de M. Ferrand, etc. Je ne crois pas qu'il faille changer la Constitution, je ne crois pas qu'il faille revenir là-dessus. Mais je pense que l'idée de dire qu'un président, s'il ne se représente pas, il a du courage, il pourra faire des choses, c'est contredit par une autre chose, c'est que le président qui ne se représente pas, il n'est plus chef de guerre. Donc les députés, les parlementaires vont chercher leur chef de guerre d'après. Donc il y a un moment où la République va penser à l'élection d'avenir. Or, l'élection d'avenir, le président sortant n'en est pas tout à fait acteur. Il est acteur par son bilan, mais il n'est pas tout à fait acteur. Donc je crois qu'au total, je crois que c'est en effet une erreur. Si vous voulez, bon, ma vieille expérience d'élu, c'est qu'une élection pour un élu, c'est comme un examen pour un étudiant. C'est un rendez-vous, c'est un bilan, c'est un point. Si c'est une ligne d'horizon, c'est que c'est quelque chose de très important. Et être élu et ne pas avoir d'horizon comme ça, c'est quelque chose qui, à mon avis... Pour assainir la situation, il faudrait qu'il passe le flambeau dès maintenant à un éventuel successeur? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il doit assumer son mandat, tout ça. C'est à lui de préparer son rôle dans la prochaine élection. Donc, est-ce qu'il doit choisir quelqu'un? Pour le moment, si vous voulez... C'est un peu tôt pour choisir quelqu'un. Pour le moment, nous ne sommes pas dans cette problématique politique. Moi, je crois que la problématique politique d'aujourd'hui, c'est l'action. C'est qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, l'adversaire, c'est l'impuissance. Ce que reprocheront les électeurs, et notamment tous ceux qui sont exaspérés par les émeutes, ce qu'ils nous reprocheront et ce qu'ils reprocheront à la République, c'est si elle est impuissante. Donc pour le moment, c'est l'action. Et donc, il faut la définir. Quelles sont les 3-4 priorités qu'on règle dans les 4 ans? Et il ne faut pas se dire qu'on va faire tout et le contraire de tout. Donc on travaille sur ça. On travaille aussi sur... Il est important qu'il y ait des gens qui travaillent pour le prochain quinquennat, pour l'avenir. Je crois qu'il y a une réforme de l'éducation, c'est important qu'on puisse y travailler. Donc il y a un certain nombre de sujets qui sont très, très essentiels là-dessus. Moi je suis content quand je vois des gens comme Édouard Philippe qui travaillent pour préparer l'avenir. Donc ça me paraît important. Mais aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait des 4 ans? Et comment on sort de cette crise? Si le président de la République était réduit à l'inaction parce que cette coalition devenait trop compliquée, est-ce qu'une dissolution serait évitable? Je ne crois pas. Je crois que la dissolution, c'est une arme contre l'impuissance. Donc, donc il faudrait dissoudre pour lutter contre l'impuissance? Je pense qu'il faut trouver d'autres moyens que la dissolution. Je pense qu'il faut trouver des moyens de plutôt... Moi, je pense que des logiques à l'allemande sont plus utiles que des logiques de dissolution. Les Français, ils ont besoin d'autre chose que d'encore des clivages politiques qu'on voit dans les élections. Et donc, on aura des élections à leur terme. J'ai toujours été pour le respect des termes des élections. Donc, la dissolution ne me paraît pas une solution idéale. Mais en cas de menace d'impuissance, le président est seul libre de ce choix. Merci Jean-Pierre Raffarin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Bonne journée à vous. Christelle, on regarde votre une. Le monde ne nous reconnaît plus. C'est à la une de la Dépêche du Midi aujourd'hui. Merci Christelle. Merci. À la semaine prochaine. Merci Jean-Pierre Raffarin. On passe au Club des Territoires.